La plupart des gens s'imaginent connaître précisément les origines de la Grande Dépression. Ils se représentent cette journée dramatique du mardi 29 octobre 1929 où le marché boursier s'est effondré, plongeant Wall Street dans une panique totale et brisant d'un coup le rêve américain. C'est un récit simple, presque rassurant, avec son coupable tout désigné, le spéculateur imprudent jouant à la marge, et son point de bascule spectaculaire. Pourtant, cette interprétation historique souffre d'une lacune majeure. Par certains aspects, elle s'avère même erronée. L'effondrement boursier de 1929 n'a pas provoqué la Grande Dépression. Il convient d'insister sur ce point, car il redéfinit notre compréhension de l'histoire économique. Ce krach ne constituait qu'un symptôme, une secousse violente faisant trembler les vitres d'un édifice dont les fondations étaient déjà compromises. Les véritables dommages structurels, ce poison lent qui rongeait l'économie mondiale, s'accumulaient depuis plus d'une décennie avant le moindre effondrement boursier. Ce désastre ne fut pas un accident de parcours. Des institutions et des dirigeants convaincus de bien faire l'ont patiemment échafaudé, rouage après rouage. Plusieurs de ces erreurs se répètent aujourd'hui. Pour en saisir la genèse, il faut remonter bien avant 1929, jusque dans la boue et les tranchées du front occidental de la Première Guerre mondiale. Lorsque les canons de la Grande Guerre se taisent enfin en novembre 1918, l'Europe n'est plus qu'un continent dévasté. La France pleure près d'1,4 million soldats. Le Royaume-Uni enterre quelques 900 000 hommes, tandis que les pertes allemandes dépassent 2 millions de vies fauchées. Les destructions physiques s'avèrent colossales. Les réseaux routiers, les ponts, les voies ferrées et les usines d'Europe de l'Est et du Nord de la France sont réduits en poussière. Les empires séculaires s'effondrent, tandis que l'étalon or classique a été suspendu par des gouvernements contraints de faire tourner la planche à billets pour financer l'effort de guerre. Un aspect crucial, souvent négligé par les analyses historiques traditionnelles, mérite d'être souligné ici. Avant la guerre, l'économie mondiale fonctionnait de manière remarquablement intégrée. Les capitaux traversèrent les frontières sans encombre, le commerce international se déployait avec peu d'entraves, et la parité fixe des monnaies par rapport à l'or assurait un mécanisme d'ajustement automatique efficace. Lorsqu'un pays importait plus qu'il n'exportait, l'or fuyait ses coffres, ce qui contractait sa masse monétaire, faisait baisser les prix intérieurs et rendait ses exportations plus compétitives. Ce système élégant avait garanti la stabilité globale pendant des décennies. L'onde de choc du conflit mondial pulvérisa cet équilibre délicat. La période qui s'ensuivit ne fut pas une saine restauration de l'ordre ancien, mais plutôt une tentative maladroite de le reconstruire, semant ainsi les graines du désastre futur. Des années plus tard, Herbert Hoover écrivit dans ses mémoires que la cause première de la Grande Dépression résidait dans la guerre de 1914-1918. Bien que Hoover ait commis de graves erreurs durant son mandat présidentiel, son analyse se révèle d'une justesse que les historiens contemporains sous-estiment trop souvent. Le traité de Versailles, signé en 1919, impose à l'Allemagne des réparations financières d'une sévérité punitive. Le montant exigé atteint 132 milliards de marks or, un fardeau que John Maynard Keynes considère comme impossible à honorer sans détruire l'économie germanique. La France, toutefois, meurtrie par les ravages subis et écrasée par ses dettes envers Londres et Washington, exige ce paiement avec insistance. La Grande-Bretagne se trouve dans une situation similaire, devant rembourser d'immenses sommes aux États-Unis. Ces derniers ressortent du conflit non seulement indemnes sur leur sol, mais investis du rôle de premiers créanciers de la planète. S'établit alors un circuit financier particulièrement toxique. L'Allemagne devait verser des réparations à la France et à la Grande-Bretagne, qui utilisent ces fonds pour rembourser leurs dettes aux États-Unis, lesquels réinjectaient cet or sous forme de prêts à l'Allemagne pour qu'elle continue à payer ses réparations. Ce système fonctionnait en boucle fermée, un équilibre précaire où le moindre maillon faible risquait de provoquer un blocage généralisé. C'est pourtant cette architecture spéculative que les puissances choisirent d'ériger, guidées par des impératifs électoraux plutôt que par la rationalité économique. Les parlementaires américains refusaient d'effacer les dettes des Alliés, tandis que les dirigeants français ne pouvaient renoncer aux réparations sans s'aliéner une opinion publique exigeant que l'Allemagne paye pour les destructions. Les nations les plus puissantes du globe s'enfermèrent de
la sorte dans un château de cartes financier condamné au moindre coup de vent. À ce problème de dette souveraine vint se greffer la question complexe du retour à l'étalon or. Avant la guerre, la quasi-totalité des pays industrialisés arrimaient leurs devises au précieux métal jaune, une pratique abandonnée durant les hostilités pour libérer les dépenses militaires. Après l'armistice, une foi presque mystique s'empara des banquiers centraux, convaincus que le salut économique passait par le rétablissement de ce dogme monétaire. L'or symbolisait la stabilité et la rigueur. Mais restaurer ce système dans les années 20 n'avait plus rien à voir avec le fonctionnement fluide de l'avant-guerre. Le conflit avait profondément modifié la répartition des réserves mondiales d'or. Au milieu des années 20, les États-Unis détenaient à eux seuls près de 45% de l'or monétaire mondial. De son côté, la France, après avoir stabilisé le franc à un taux délibérément sous-évalué en 1926, se mit à accumuler le métal précieux à un rythme effréné. Entre 1927 et 1932, la part française des réserves mondiales d'or passa de 7 à 27%. Ensemble, Washington et Paris accaparaient plus de 70% du stock d'or mondial, plongeant les autres nations engagées dans l'étalon or dans une asphyxie monétaire insoutenable. C'est à ce moment précis que le scénario bascule, révélant une faille majeure. La Banque de France, prisonnière d'une orthodoxie rigide, décida de stériliser systématiquement ses entrées d'or. Cela signifie qu'elle absorbait d'immenses quantités de métal jaune, mais refusait d'accroître sa masse monétaire en proportion. Selon les règles de l'étalon or, l'afflux d'or doit conduire à une expansion monétaire qui fait monter les prix nationaux, réduit la compétitivité des exportations et rétablit l'équilibre. En thésaurisant l'or sans assouplir sa politique, la France brisa ce mécanisme d'autorégulation. Les conséquences furent dramatiques. Une étude publiée par l'économiste Douglas Irwin démontre que la France porte une responsabilité majeure dans la déflation mondiale qui s'est produite entre 1929 et 1933. Ces simulations suggèrent que si les Ediomanas, banques centrales, avaient conservé leur ratio de réserve de 1928, les prix mondiaux auraient légèrement augmenté au lieu de s'effondrer de manière catastrophique. Cette déflation destructrice ne résultait pas d'une fatalité économique, mais de choix délibérés de banquiers centraux accrochés à des dogmes obsolètes. L'étalon or devint ainsi le vecteur de la contagion économique, propageant les ondes de choc déflationniste d'un pays à l'autre. S'il existait un homme capable d'enrayer cette réaction en chaîne, c'était bien Benjamin Strong. Sa disparition brutale en octobre 1928, à peine 12 mois avant le krach boursier, constitue l'un des événements les plus déterminants de cette marche vers l'abîme. Gouverneur de la Banque de réserve fédérale de New York depuis sa création en 1914, Strong s'était imposé comme le banquier central le plus influent de son époque. Doté d'une personnalité charismatique et d'un vaste réseau dans la haute finance internationale, il entretenait une étroite collaboration avec Montagu Norman, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, et mesurait pleinement la fragilité de l'ordre monétaire de l'entre-deux-guerres. Dans leur ouvrage de référence sur l'histoire monétaire des États-Unis, les économistes Milton Friedman et Anna Schwartz soulignent que le décès de Strong modifia radicalement l'équilibre des forces au sein de la Réserve fédérale, privant l'institution de leadership au moment le plus critique de son histoire. Sous sa direction, la Réserve fédérale de New York exerçait une influence prépondérante. Strong plaidait inlassablement pour une coordination étroite avec les banques européennes et utilisait les opérations d'open market pour stabiliser l'activité. En 1927, il avait abaissé le taux d'escompte de la Fed pour soulager la Banque d'Angleterre et éviter un effondrement de l'étalon or international. Bien que cette décision ait suscité de vives critiques, Strong estimait que la coopération monétaire internationale primait sur la discipline du marché boursier. Après sa mort, le pouvoir décisionnel se déplaça vers le Conseil des gouverneurs à Washington et vers les banques régionales, dirigées par des hommes moins expérimentés dans la finance internationale et attachés à une orthodoxie rigide. Le processus de décision devint lent, fragmenté et paralysé par des rivalités internes. L'économiste Charles Kindleberger alla jusqu'à affirmer que si Benjamin Strong avait survécu, la Grande Dépression aurait pu être évitée, ou, à tout le moins, singulièrement circonscrite. Cette affirmation illustre à quel point le destin de millions d'individus dépendit de défaillances institutionnelles au sommet de la finance. Tournons-nous à présent vers la fin des années 20, cette période que la mémoire collective associe à l'insouciance des années folles.
La prospérité américaine de cette décennie présentait toutes les apparences de la solidité, portée par un essor industriel sans précédent et la démocratisation de nouveaux biens de consommation comme l'automobile, la radio ou le réfrigérateur. Pourtant, sous ce vernis de réussite éclatante, l'économie américaine souffrait d'un déséquilibre structurel majeur que les dirigeants refusaient de voir. Les fruits de cette croissance étaient répartis de manière extrêmement inégalitaire. En 1929, le 1er % de la population captait près de 24% de l'ensemble des revenus avant impôt, tandis que la tranche ultra-riche des 0,1% gagnait autant que les 42% les plus pauvres réunis. Parallèlement, environ 80% des foyers américains ne disposaient d'aucune épargne. Les salaires des ouvriers, des mineurs et des agriculteurs stagnaient depuis des années, alors même que les bénéfices des entreprises et le cours des actions s'envolaient vers des sommets vertigineux. Cette situation dépassait la simple question de l'équité sociale pour poser un problème économique fondamental. Une économie industrielle moderne ne peut fonctionner durablement sans une consommation de masse. Or, lorsque la grande majorité de la population peine à couvrir ses besoins élémentaires, l'appareil productif se fragilise. Les ménages aisés ne peuvent acquérir des biens de consommation en quantité illimitée pour soutenir des usines dimensionnées pour produire pour des millions d'individus. L'économiste John Kenneth Galbraith identifia cette répartition inéquitable des revenus comme la première des faiblesses structurelles de l'Amérique de l'époque. Lorsque les salaires ne permettent plus d'acheter la production nationale, la crise de surproduction devient inévitable. Les stocks s'accumulent, les usines réduisent leur cadence et licencient leurs employés, ce qui contracte le pouvoir d'achat et enclenche une spirale récessive. Les plus fortunés, de leur côté, n'orientaient pas leurs excédents de capitaux vers l'économie réelle, mais les injectaient massivement dans la spéculation financière, gonflant des bulles spéculatives prêtes à éclater. Pour maintenir leur niveau de vie, les classes moyennes durent recourir au crédit. L'endettement des ménages s'accrut de manière spectaculaire à travers l'apparition des plans de vente à tempérament, créant une vulnérabilité financière qui n'est pas sans rappeler les mécanismes de la crise de 2008. Ainsi, lorsque Wall Street commença à vaciller à l'automne 1929, le choc ne survint pas dans un ciel serein, mais frappa une économie déjà fragilisée par le surendettement et la stagnation salariale. L'effondrement boursier fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres, mais l'édifice était déjà saturé de matières inflammables. Pour autant, ce krach ne condamnait pas inéluctablement le monde à 10 ans de misère. Ce qui transforma l'accident de 1929 en une tragédie historique fut la nature catastrophique des décisions politiques qui suivirent. Lorsque le système bancaire commença à vaciller à l'automne de 1930, la Réserve fédérale demeura passive. Faute de direction claire depuis le décès de Benjamin Strong, l'institution refusa d'injecter des liquidités et de jouer son rôle de prêteur de dernier ressort. Les gouverneurs assistèrent impassibles à la faillite en chaîne de milliers d'établissements financiers, emportant avec elle l'épargne de millions de citoyens et contractant la masse monétaire. Entre 1929 et 1933, la masse monétaire américaine diminua d'un tiers, tandis qu'un cinquième des banques commerciales mirent définitivement la clé sous la porte et que le revenu réel s'effondra de 36%. Au lieu de corriger le tir, la Réserve fédérale aggrava la situation en prenant une décision d'une incroyable dureté en 1931. En pleine récession déflationniste, elle augmenta son taux d'escompte de 1,5 à 3,5% pour défendre l'étalon or et d'endiguer la fuite du précieux métal vers l'étranger. Les dirigeants choisirent de sacrifier l'économie réelle et l'emploi sur l'autel d'une abstraction monétaire. Des décennies plus tard, lors d'un hommage rendu à Milton Friedman en 2002, Ben Bernanke, alors membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, prononça ces paroles historiques. « Vous avez raison. C'est nous qui l'avons fait. Nous en sommes profondément désolés. Nous ne recommencerons plus. » Cet aveu demeure l'une des confessions institutionnelles les plus explicites de l'histoire financière. Les failles de la politique monétaire ne suffisent pas à expliquer pourquoi cette récession s'est muée en une dépression mondiale d'une décennie. Un autre choix politique désastreux, émanant cette fois du pouvoir législatif américain, scella le sort de l'économie mondiale. En juin 1930, en dépit des avertissements de plus de 1000 économistes, le président Herbert Hoover dogma la loi tarifaire Smoot-Hawley.
ce texte augmentait les droits de douane sur plus de 20 000 produits importés, dans l'espoir de protéger l'industrie et l'agriculture nationale de la concurrence étrangère. La réaction des partenaires commerciaux des États-Unis fut immédiate. Le Canada, premier débouché des exportations américaines, taxa instantanément 16 catégories de produits, ouvrant la voie à des représailles similaires de la part de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et d'une dizaine d'autres puissances. Le commerce international s'effondra de près de 2 tiers entre 1929 et 1934. Pour l'industrie américaine, le contre-coup fut terrible, les exportations vers l'Europe s'effondrant de plus de 60% en 3 ans. Ce protectionnisme agressif brisa définitivement le circuit des dettes internationales. Privée de débouchés commerciaux aux États-Unis, l'Allemagne se trouva dans l'impossibilité de se procurer les dollars nécessaires au remboursement de ses créanciers. Le tarissement des flux financiers américains vers l'Europe acheva de paralyser le système. En 1931, la faillite de la Creditanstalt, la plus grande banque autrichienne, déclencha une panique financière qui contraignit la Grande-Bretagne à abandonner l'étalon or en septembre de la même année. L'effondrement économique global se traduisit par une détresse humaine d'une ampleur inédite, bien au-delà de ce que les froides statistiques peuvent exprimer. Évoquer un taux de chômage national de 25% signifie concrètement que 13 millions d'Américains se retrouvèrent brutalement sans aucun revenu. Mais ces données ne disent rien de la réalité quotidienne des familles, de ce père de famille qui quittait chaque matin le domicile en faisant mine de se rendre au travail pour masquer sa honte, ou de ses enfants marchant le ventre vide vers des écoles dépourvues de chauffage. Dans les régions agricoles du Sud et des Grandes Plaines, la crise fut redoublée par une catastrophe écologique d'une violence inouïe, le Dust Bowl. Des années de pratiques agricoles intensives combinées à une sécheresse historique transformèrent des millions d'hectares de terres fertiles en déserts de poussière. Des tempêtes de sable gigantesques obscurcissaient le ciel, ruinant les exploitations agricoles et poussant des centaines de milliers de familles, de fermiers, à abandonner leurs terres pour entreprendre un exode douloureux vers la Californie, où elles ne trouvèrent bien souvent que l'exploitation. Le coût psychologique de cette dérive fut immense, marqué par une hausse spectaculaire des suicides et une malnutrition endémique chez les enfants des bassins industriels. Au-delà de la destruction des richesses, la Grande Dépression anéantit la confiance des citoyens envers la démocratie, laissant un vide politique béant dans lequel s'engouffrèrent les mouvements extrémistes du XXe siècle. En Allemagne, la misère et le chômage de masse servirent de terreau à l'ascension du Parti national-socialiste, tandis qu'en Italie, le régime de Mussolini consolidait son emprise et qu'au Japon, la faction militariste s'emparait du pouvoir pour lancer le pays dans une politique d'expansion impérialiste agressive. Le chemin qui mène des salles de marché de Wall Street au champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale passe directement par l'effondrement économique des années 30. Cette corrélation étroite illustre à quel point la détresse matérielle favorise le repli identitaire et l'écoute des démagogues, proposant des solutions simplistes face à des dynamiques complexes. Les forces à l'œuvre durant la Grande Dépression, inégalités abyssales, dogmatisme monétaire, protectionnisme et faillites institutionnelles, ne sont pas l'apanage du passé, mais réapparaissent sous des formes modernisées. L'histoire de cette crise mondiale nous enseigne que le véritable danger ne réside pas tant dans le krach initial que dans l'incapacité des dirigeants à s'affranchir des vieux dogmes pour protéger les populations de la destruction économique. Si cette relecture historique modifie votre perception des grands équilibres économiques, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos analyses approfondies sur les rouages financiers et politiques qui façonnent notre monde. Laissez un commentaire pour partager votre point de vue sur le facteur qui vous semble avoir été le plus déterminant dans le déclenchement de cette crise majeure. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a apporté un éclairage utile. Cela contribue grandement à faire connaître notre travail. À très bientôt pour un prochain sujet. La plupart